Vous voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. On est en famille, on discute. La participation responsable, c'est le fait de donner à chaque individu la possibilité de sentir ses problèmes, de trouver lui-même les solutions nécessaires à la réalisation de ses contraintes, mais de s'engager comme acteur qui agit, qui fait, mais aussi comme mobilisateur de ressources. La participation est responsable lorsque les populations ou les communautés que nous encadrons ont la possibilité de participer dans tout le processus, c'est-à-dire de la conception des actions de développement à l'évaluation finale. Donc il ne faut pas penser qu'il y a un développement local, endogène ou territorial s'il n'y a pas une participation responsable. Le deuxième concept est lié à l'autonomie. C'est aujourd'hui, quand on parle d'autonomie, il nous faut comprendre le sens de l'autonomie qui n'est pas synonyme de liberté. L'autonomie n'est rien d'autre que le fait de donner à un individu ou un groupe de ne pas être influencé, de ne pas être manipulé. Et ma foi, nous les agents de développement, vous comme moi, nous sommes de grands manipulateurs, faiseurs de miracles, producteurs de rapports. Vous êtes trop forts par rapport à ça. Donc il faut que les populations, qu'on leur donne une certaine autonomie. D'ailleurs, les grandes réunions participatives, souvent quand on les met en place, on dit aux facilitateurs, aux experts de se retirer et de laisser les populations entre elles. Elles sont plus libérées. Elles donnent leurs idées en intégralité et ont la possibilité de se mettre dans des champs de réflexion. Au-delà de l'autonomie, il y a un autre principe qu'il faudrait accepter, c'est le fait de la diversité des territoires. Les territoires sont divers. Donc, c'est des contextes qui changent. Donc, c'est ça qui nous interdit de faire le plaquage d'expériences réussies. C'est une expérience Nicodème pour réussir à Fimela, n'est-ce pas? Et ne pas pouvoir réussir à Tomboron, Koto. Parce que c'est deux contextes différents. Parce que le contexte, au-delà de sa dimension géographique, il y a la dimension sociale, la dimension culturelle, la dimension économique, la dimension écologique. C'est ça qui fait que souvent, une expérience peut réussir dans un contexte et ne pas être adaptée à un autre contexte. Et c'est ça qui nous interdit aussi le copier-coller. C'est dangereux. Le développement n'accepte pas le langage du copier-coller. Il y a toujours nécessité de faire un état des lieux, de faire un diagnostic, de faire un inventaire des acteurs, une cartographie des ressources, une cartographie sociale, un ensemble d'outils de diagnostic qui vont vous permettre de comprendre qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce qui devrait se faire. C'est tout. Mais vouloir maintenant prendre des actions réussies ailleurs et les plaquer dans un contexte, c'est un peu aggraver les désarticulations et les dysfonctionnements. Donc les contextes sont différents. Voilà pourquoi quand vous êtes en train de faire des études en développement, vous devez mettre beaucoup d'accent sur la capacité à faire un diagnostic. Le meilleur des diagnostics, c'est le diagnostic participatif qui vous interdit de réfléchir à la place des populations.
population. On va aller dans ça aujourd'hui, demain, en master, pour comprendre un peu que les projets de développement partent d'un diagnostic. Et le diagnostic, ne le compliquez pas, ne mettez pas beaucoup d'argent sur ça. Le diagnostic est très facile à réaliser lorsque vous êtes assez participatif. Il y a aussi un autre fait, la mise en œuvre de stratégies de résilience. Le développement territorial a inventé les stratégies de résilience. Par exemple, quand vous demandez à une communauté de faire face à des catastrophes, à des calamités, à des risques, etc., ils ne le font pas pour vous faire plaisir. Mais normalement, ils le font parce qu'ils se sentent menacés. Ils sentent leur milieu menacé. Donc il suffit tout simplement qu'on apprenne à faciliter, à accompagner les populations. Elles vont encore devenir beaucoup plus résilientes. La résilience n'est pas un vain mot. La résilience n'est pas du tout un concept. Mais la résilience, à mon avis, est un bien fondé. C'est une dimension du développement local. C'est une dimension du développement territorial. Mais c'est aussi une matérialisation de la participation et de la responsabilisation. Parce que quand les communautés sont assez résilientes, elles ne vont pas attendre les projets, les ONG et les experts pour développer des stratégies de sécurité alimentaire, des stratégies pour faire face à des calamités qui reviennent chaque année, pour, etc., faire face à des risques, etc. D'ailleurs, regardez le phénomène de l'inondation à Dakar. Chaque année, le problème revient. Chaque année, on dépend de l'argent. Chaque année, on mobilise les gens. Chaque année, la presse est là. Chaque année, ça va donner chaque année. Et chaque année, c'est le con. Mais je pense qu'un problème qui arrive, une fois, on peut développer des stratégies résilientes. Ce ne sont pas des stratégies exportées, importées plutôt. Ce ne sont pas des stratégies expertes, mais il faut des stratégies des populations. Quelqu'un me disait qu'à Nioro, chaque année, il y a la pluie, il y a des inondations, et ils vont développer un plan très charmant. C'est le plan sac-sec, ou le plan hors-sac. Vous connaissez le plan hors-sec? Hein? Mais eux, ils ont créé à Nioro le plan hors-sac. C'est quoi le plan hors-sac? Quand l'hivernage approche, ils vont chercher des sacs et mettre du sable pour créer des diguettes. Chaque année, ils le font, ils n'ont plus d'inondation. Voilà un bel exemple de stratégie de résilience. Et maintenant, ils vont faire un projet pour demander des sacs, du sable. Ça ne coûte pas de l'argent. Mais c'est une solution inventée par les populations, mais une solution portée par les populations. Voilà pourquoi dans le cadre du développement territorialisé, il y a un autre principe, on dit que les solutions sont collectives. Vous faites du développement local, c'est ça, vous êtes à IA, DL, vous faites du développement local, vous faites la promotion des solutions collectives et non des solutions individuelles. Les solutions collectives sont aussi une dimension du développement territorial. Et enfin, pour éviter que l'on pense que le développement se limite au social, on dit que dans le développement territorialisé, il faut faire la promotion de l'économie résidentielle. C'est quoi l'économie résidentielle? Ça veut dire que chaque territoire a des ressources mobilisables pour construire une économie locale forte et capable de dégager des revenus. Parce qu'on ne peut pas occulter le fait que pour lutter contre la pauvreté des ménages, il faut donner aux ménages quoi? Des revenus. Pour lutter contre la pauvreté chez les femmes, il ne faut pas oublier de donner aux femmes des revenus. D'ailleurs, c'est pourquoi dans la plupart de vos projets, vous faites trop de social, vous négligez l'économie. Ce n'est pas le développement territorial. Il faut aussi qu'il y ait la promotion d'une économie résidentielle. Et à mon humble avis, j'ai beaucoup voyagé,
je ne connais pas un territoire ou une zone sans opportunité, n'est-ce pas, pour bâtir un développement économique. Toutes les zones ont des opportunités pour bâtir un développement économique. Il y en a qui ont des opportunités dans le domaine de l'artisanat, il y en a qui ont des opportunités dans le domaine des mines, il y en a qui ont des opportunités dans le domaine agricole, il y en a qui ont des opportunités dans le domaine culturel, il y en a qui ont des opportunités dans le domaine forestier, dans le domaine pastoral, etc. etc. Alors, il n'y a pas une zone sans opportunité économique. Mais ce qu'interdit le développement territorialisé, c'est de vouloir programmer un développement économique, une création de richesse avec une ressource qui n'est pas locale. D'ailleurs, s'il y a des manquements au niveau de nos stratégies de développement local, c'est lié au fait qu'on néglige un peu l'économie. Regardez nos collectivités locales. J'ai dans la salle de grands spécialistes des collectivités locales. Je vous respecte. Hein? Ndao, Aminata, c'est de grands spécialistes des collectivités locales qui ont capitalisé beaucoup de choses dans les collectivités locales. Mais ils vont vous dire la même chose. Les collectivités locales n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, je fais partie des experts qui pensent que tant qu'on ne donne pas à nos collectivités locales la possibilité de développer des projets économiques, des activités génératrices de ressources, en dehors de l'impôt, des taxes, n'est-ce pas, et des droits, je me dis, on ne va pas aller loin. Toutes les collectivités locales ont la possibilité de créer des ressources. OK? Mais à partir de schémas très simples que j'appelle le partenariat public-privé. Par exemple, quand vous allez à Vélingara, Koulibaly, mon ami, il y a combien d'hôtels là à Vélingara? Il est là, Koulibaly, il est parti. Oui, il y a combien d'hôtels à Vélingara? Il y avait la Payotte, le centre touristique, hein? Naja, Lewal, oui, je connais, c'est en Brousse là. Il y a beaucoup de moustiques là-bas. Hein? Oui. Combien d'étoiles là? Donc c'est des eaux. Donc il y a 0 étoile, 0 hôtel à Vélingara. Vous avez compris? Moi je pense que la collectivité locale peut construire un très joli hôtel à Vélingara. Mais la collectivité locale ne va pas gérer l'hôtel, mais on prend un promoteur privé, on signe un protocole et le promoteur gère l'hôtel et verse une redevance fixe. Voilà ce qui sauvera la décentralisation. Donc, oui, ça c'est une opportunité. Ce n'est pas une opportunité, ça. C'est une très grande opportunité. Bon, vous allez à Ross Béthio. Je rêve que la commune de Ross Béthio, qu'on lui attribue 100 hectares de terre et il cultive du riz via un partenariat public-privé. Donc, aussi, vous allez aussi avoir des opportunités. Parce qu'il faut que nos collectivités locales aient cette culture de production. Qu'on ne les enferme pas dans un carcan administratif et bureaucratique. En ayant cette culture de production, elles vont créer de l'emploi. En ayant cette culture de production, elles vont également mettre en œuvre le partenariat public-privé. Bon, je l'ai vu à Linguère. Il y a un petit hôtel qu'on a construit à côté de la mairie. C'est bien, ça, c'est très bien. La mairie ne gère pas l'hôtel, mais l'hôtel est géré par un groupement féminin. Et le groupement féminin verse une redevance fixe à la mairie. Ça règle beaucoup de problèmes, non? C'est pas vrai? Ça règle beaucoup de problèmes. Mais regardez le groupement féminin. J'ai fait une étude. Le groupement féminin emploie 12 de ses membres dans l'hôtel. Parce que ce sont eux qui balayent, ce sont eux qui font la cuisine. Et aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'auberges du Sénégal. Je peux décerner à cette auberge une mention très honorable, avec félicitations du peuple. Parce que c'est propre. Par contre, les auberges sont, en général, très sales. Je pense au cafard de la Payotte, sans faire une contre-publicité. Non, mais l'auberge là était comme ça avant la gestion du groupement féminin. Avant? Avant la gestion du groupement féminin, c'était minable. C'était minable, parce que c'est la mairie qui gérait. Voilà pourquoi on doit développer des schémas de partenariat public-privé. Le PPP là, ce n'est pas pour l'État seulement. Il faut qu'on amène le PPP aux collectivités locales. On est d'accord?
Bon, je donne un calcul très simple. Bon, j'étais laborieusement, il est là, Michel. Quand je vais à Linguère, je me dis, ok, ça c'est un exemple qu'il faut encourager. Il faut un manuel de procédure, etc. Mais regardez nos collectivités locales. Elles n'ont pas de vaches laitières. Et quand nos collectivités n'ont pas de vaches laitières, elles ne vont jamais donner du beurre et du fromage. Et moi, je rêve que nos collectivités locales produisent du beurre et du fromage. Je pense que vous n'allez pas me contredire, mes chers Peuls, que le beurre et le fromage sont des enfants du lait. Ou bien? C'est bien ça, c'est le beurre et le fromage. Ça ne vient pas du lait. Je demande, je ne sais pas. Bien sûr, ça vient du lait. Tu as vu? En français, ça donne quoi? Tout ce qui n'a pas la même couleur que le lait, ça n'appartient pas au lait. Si tu mets quelque chose d'étranger dans le lait, tu vas le constater rapidement. Bon, Koulibaly, tu amènes ça à Vélingara. Tout ce qui n'a pas la même couleur que le lait n'est pas du. Et vous êtes dans le Grand Maze Project, les infrastructures sociales. Donc tu as dit, c'est beau, non? C'est pas beau ça, ce qu'il a dit. Mais il faut l'applaudir au moins. Tout ce qui n'est pas blanc ne vient pas. Note-moi ça, là, je vais vous laisser. Tout ce qui n'est pas blanc ne vient pas du lait. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Bon, bref, c'était pour vous dire qu'il y a des schémas promulgués par le développement territorial et qui ne sont pas encore exploités dans nos collectivités locales. C'est la promotion d'une économie résidentielle. Moi, j'aurais demandé à Talassi, la maire de Thiès, de discuter avec toute cette population serrère dans la zone qui produit des chaises, des tables et des bibliothèques en rognier, n'est-ce pas? Des paniers, etc., etc. Il suffit qu'on les encadre dans un centre de formation et qu'on insiste sur la qualité, sur l'innovation. Les collectivités locales peuvent se mettre ensemble, labelliser les produits produits par les CRR et aller le vendre aux États-Unis. Je suis sûr qu'on pourra vendre le rognier made in Pognène cher aux États-Unis. C'est bien possible. Parce que je sais que quand vous allez dans une grande surface, si vous amenez un panier fait avec, je ne sais pas moi, les gens vont préférer ça parce que c'est exotique. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont très saturés par rapport à ce que les usines produisent. C'est l'époque du fait main, non? Aujourd'hui, nous sommes dans l'époque du fait main. N'est-ce pas? Oui. Fait main. Cuit sans gaz. Cuit avec charbon. C'est cette époque qui revient. Bon, il faut donc que nos collectivités locales soient beaucoup plus innovantes.